ont enrichi toutes sortes d'histoires extraordinaires dans une région, qui s'appelle la Provence. Sans doute l'une des régions, la plus riche en terre de mythes et légendes. Des mythes et des légendes, que vous conte, par quelques récits, votre serviteur, récits, contes et légendes provençales. Dionysos, selon la légende grecque, découvrit le pied de vigne qui naquit d'une goutte de sang des dieux. Son ami Cario, à qui il avait fait découvrir les vertus du vin, ne sut pas réfréner son plaisir et lors d'un banquet, le malheureux fut tué par ses invités ivres. Et, la Méditerranée, berceau des civilisations, se met à chanter, autour de Dionysos et de Bacchus, les louanges du vin. Même, le long du Nil, les peintures des temples et tombeaux égyptiens sont sans équivoque. On y a découvert des polychromes de scènes de vendange et de foulage. C'est pourquoi, déjà, 600 avant Jésus-Christ, la vigne est cultivée en Provence. Ce sont les fondateurs de la cité phocéenne qui ont apporté la vigne et sa culture sur le bord de la Méditerranée. La région provençale appuie sa puissance économique dès le Moyen-Âge sur la vigne et le commerce du vin. Vin de Metz d'abord, ce sont les abbayes du Toronnais, des îles de l'Airain, de Saint-Pons à Nice et de Saint-Victor qui en tirent les plus importants revenus. Au XIVe siècle, une ordonnance des ducs de Bourgogne authentifie le vin de Provence comme étant celui du pape et du roi de France. Le vin rosé est le premier vin connu. Et, puisqu'il est le premier vin, il ne peut pas être un mélange de blanc et de rouge, comme, malheureusement, de nombreuses personnes l'imaginent encore. Le rosé est le premier jus des grappes réservé aux seigneurs et maîtres. Le vin rouge, appelé alors noir, est issu d'une longue macération des dernières grappes de la vendange. Trop fort, il était donné au cerf. Le blanc était quasiment inexistant. Malgré la prédilection du roi René pendant la deuxième moitié du XV siècle pour les vins de Provence, et leur introduction à la cour d'Angleterre, ils sont progressivement abandonnés, et ce, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. On peut déjà noter que les régions exportatrices de Provence sont celles qui vont donner leur nom aux grandes appellations d'aujourd'hui, Cassis, Colomar, proche de Saint-Romain-de-Belley, le Beausset, qui surplombe la ville de Bandol, Taradot, Draguignan, les Arcs, qui abrite la maison des Côtes de Provence, de Saint-Tropez, et de Villars-sur-Var. La marquise de Sévigné aimait qualifier, à la cour de Louis XIV, d'exquis, les vins de Provence. La culture de l'olivier, va, avec les apports d'engrais, rendre les vins de Provence ineptes, sans finesse. Ils ne peuvent plus se garder non plus. La culture de l'olivier, va, avec les apports d'engrais, rendre les vins de Provence ineptes, sans finesse. Ils ne peuvent plus se garder non plus. Au XIXe siècle, le phylloxéra, l'oïdium, le mildiou vont détruire une grande partie des vignobles. Dans le Var, la superficie cultivée tombe de 75 000 à 23 000 hectares. Et la production s'écroule à 600 000 hectolitres au lieu de 4 millions auparavant. Au début du XXe siècle, une production sans quota va prendre le pas sur la qualité. En 1907, les lois vont alors réglementer la fabrication du vin. Dès 1930, des associations se créent, qui ont vocation de veiller sur la qualité des productions. Et, en 1935, un décret édicte une réglementation stricte, qui va permettre à la Provence-Côte d'Azur de voir les vins de Bandol, Belley, Cassis et Palette, près de la ville de Aix-en-Provence, devenir des appellations d'origine et être reconnus comme tels tant en France, qu'en Europe et dans le monde entier.